Je voudrais d'abord remercier, si vous le permettez, Julie, ma suppléante mazamétaine, qui arrive dans quelques instants. Une suppléante pleine de courage, entreprenante, à l'image de la jeunesse tarnaise. Et puis Pascal Bugis, le maire de Castres, qui m'a exprimé son soutien depuis le début de cette campagne électorale, avec la quasi-totalité de son équipe municipale. Et puis, je voudrais saluer tous les autres maires également qui me soutiennent ou qui sont là, le maire de Sorèze, le maire des Camas, le maire de Lautrec, le maire de Mazamet qui nous soutient également depuis le début, le maire de La Bruyère, le maire de Dourgues, du Bout du Pont de Larn, de Val-du-Rhin, ainsi que d'une cinquantaine d'autres petites communes de notre circonscription. C'est sous la statue de Jean Jaurès, mes chers amis, que j'ai souhaité m'exprimer publiquement en cette fin de campagne électorale. À Castres, ville où battait le cœur de Pierre Fabre, cet industriel généreux, visionnaire. Castres aussi temple du rugby tarnais. Castres, cité des parachutistes coloniaux que je salue en camarades. Castres, ville de ma jeunesse heureuse, pays castrais, où les miens reposent en paix. Castres, c'est le berceau d'une aventure extraordinaire, le creuset de la recherche d'un groupe international de pharmacie, né dans une petite officine. Un groupe dont j'ai imaginé il y a quelques années et fait voter à l'unanimité de l'Assemblée nationale la protection pour lui et pour ses 13 000 salariés par le système des fondations. Un député, mes chers amis, doit être utile. Mais ce soir, je réclame justice pour Castres, pour Mazamet et pour la vallée du Torrey. Justice pour un bassin de vie victime d'une vraie inégalité de traitement entre le Nord et le Sud. C'est le résultat d'une stratégie historique, délibérée, d'un conseil départemental socialiste. Tout pour Carmaux, tout pour la découverte, et rien pour le Sud. Je prends deux exemples, en saluant au passage le maire de Carbes, ma commune d'enfance et de famille, ainsi que son épouse. Deux exemples. L'autoroute, vous le savez, Toulouse-Albi est presque gratuite. Elle est faite et ouverte depuis bien longtemps. Des milliers d'emplois se sont installés le long de celle-ci. Nous, on se bat depuis longtemps pour en avoir une. Et une dont on aura à payer un péage, je l'espère aussi raisonnable que possible. On espère 10 €. La réalité, c'est que si on voulait que cette autoroute soit populaire, il faudrait que son tarif en soit beaucoup plus bas, de 5 €. Moi, je me battrais pour un péage à prix populaire. Le péage, dans le fond, c'est comme l'impôt, plus il est faible, plus on consomme. L'enjeu d'ailleurs, ce n'est pas simplement d'aller plus vite à Toulouse dans des conditions de confort ou de sécurité. C'est justement d'installer des zones économiques à proximité des sorties. Et puis un deuxième exemple, qui est celui de la voie de contournement de Saint-Alby, près d'Aucillon. J'avais obtenu à l'époque du ministre des Transports, Thierry Mariani, des crédits pour financer cette voie de contournement en 2011. J'ai reçu une lettre, il y a quelques jours, du maire d'Aucillon pour me demander où on en est après que ce projet ait été arrêté en 2014. J'ai quand même été obligé de lui rappeler que je n'étais plus député depuis 2012. Mais j'observe en même temps que le conseil départemental du Tarn a pu débloquer 17 millions d'euros pour la voie de contournement de Saint-Sulpice. Une voie qui est parfaitement légitime. Mais j'observe simplement que pour l'ouest tarnais ou pour le nord tarnais, le conseil départemental dispose de tous les moyens nécessaires au confort des populations, si tant est que ces populations soient en accord avec ses objectifs politiques. Mesdames et messieurs, mes chers amis, quand on est habité par l'esprit de justice, on pense ici à Jean Jaurès. Jaurès, c'est l'enfant de mon pays. Sa maison n'était guère éloignée de celle de ma famille, à Carbes, petite commune de hameaux dispersés. Entre nous, quelques vallons, de longues plaines. C'est là qu'est né Jaurès, et c'est là qu'il y a été élu la première fois député. Je rends à Jaurès l'hommage qu'il mérite.
Il appartenait à cette génération d'hommes politiques qui savaient lire, qui savaient écrire, qui savaient parler, quand nos générations, qui ont souvent peu appris, nous ont montré qu'elles ne savaient même pas compter. J'ai toujours éprouvé une certaine tendresse pour Jaurès. Brillant disciple de Lucien R, le bibliothécaire de l'école normale supérieure. Il était en quelque sorte, dans le Tarn et à Paris, le petit chose, et non pas comme le décrivait un grand écrivain, mais un peu acerbe, Charles Péguy, ce grossier maquignon du Midi. Et puis je me disais qu'un socialiste qui est capable de réciter la prière des agonisants en latin sur le lit de mort de sa mère ne pouvait pas être un mauvais homme. Baudelaire, le poète, invoquait le droit pour chacun aux contradictions. Eh bien ce droit, à mon tour, je l'invoque. Je suis un homme de droite qui aime Jaurès. Je lui ai consacré un livre, publié 100 ans après son assassinat, salué d'ailleurs par le président socialiste de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, de manière, je dirais, délicieusement élogieuse. Un Jaurès que beaucoup de ses héritiers politiques ont allègrement trahi, tout en continuant à le trahir, tout en continuant à le fleurir à date fixe, au pied de sa statue ici ou à Carmaux. J'aime, mes chers amis, la gauche patriote et républicaine qu'il incarna jusqu'à sa mort dans l'innocence. Et dans ma vie d'élu, j'ai partagé avec ses vrais disciples le bonheur de n'être pas toujours l'homme d'une seule rive, la rive droite. Il n'était l'homme ni d'une seule idée, ni d'un seul livre. L'argent, pas plus que les futilités de son temps, n'était son affaire. Jaurès dénonçait ceux qui sont faibles avec les puissants et durs avec les pauvres. C'est ma leçon de vie. Jaurès dénonçait la loi du plus fort, la loi du seul marché, la personne sacrifiée à l'individualisme égoïste. Je n'ai pas d'autre philosophie. Mes chers amis, on n'a pas encore voté, qu'on nous annonce le futur nombre de députés d'En Marche. Mais c'est le peuple qui décide. Ce ne sont pas les télés, ni les milieux d'affaires. Voulez-vous un parti unique, un roi et sa cour, alliés aux milieux d'affaires et aux gazettes? Est-ce cela la démocratie? Pour bien fonctionner, une démocratie a besoin d'une majorité et d'une opposition qui débattent et qui peuvent parfois s'accorder dans l'intérêt général comme s'opposer. C'est la vie. La vie, c'est la diversité. La question de la majorité présidentielle est maintenant derrière nous. Ceux qui craignaient une cohabitation peuvent être rassurés. Le président de la République est assuré d'avoir sa majorité. Maintenant, vous pouvez prendre en compte les enjeux locaux qui sont cruciaux pour notre territoire, comme le désenclavement routier et les milliers d'emplois qui seront générés par celui-ci. Maintenant, vous avez un choix libre à faire entre deux personnalités, entre deux caractères. Un électeur sur deux n'a pas voté. J'appelle évidemment les électeurs de droite et du centre à se mobiliser, et tous ceux qui partagent mon sentiment qu'une pensée ultralibérale qui est aujourd'hui au pouvoir n'est pas la pensée que nous partageons. Si vous voulez vous en sortir, sortez de chez vous le 18 juin. Rappelez-vous qu'en 2012, l'élection s'est jouée à 150 voix qui ont coûté à notre projet autoroutier 4 ans d'attente supplémentaire. Je suis le candidat de la droite et du centre, je vous l'ai dit et je vous le répète. J'ai reçu le soutien, il y a quelques semaines, d'Alain Juppé, dont vous le savez, je ne partage pas toutes les idées, notamment en matière d'immigration, de communautarisme ou d'Europe. Je ne suis pas un fédéraliste. Je crois à l'Europe puissance. Je crois à l'Europe des nations. Mais j'ai été touché de son soutien, parce qu'il est en quelque sorte de l'autre côté de la rive de notre fleuve de droite. Et c'est un soutien d'homme à homme que je prends avec bonheur. Mon concurrent, lui, c'est l'homme de la gauche macroniste. Il est élu, même s'il s'en cache, sur la liste socialiste de M. Kayla. M. Kayla qui n'est autre que le suppléant, encore pour quelques jours, de Mme Gourjade. Sa suppléante elle-même vient du Parti socialiste. Sa position au départemental a été dictée par la position de Mme Gourjade. Il a changé d'avis quand, en fait, le projet autoroutier a
a été mis en quelque sorte sur les rails. Mais il ne peut être élu, et il le sait, qu'avec le soutien massif du Parti communiste, de la France insoumise, de la gauche du Parti socialiste et des Verts. Aura-t-il ensuite, s'il était élu, les mains libres pour s'assurer que les engagements de l'État seraient honorés par le nouveau gouvernement? Aura-t-il l'autorité pour faire fléchir Nicolas Hulot, qui est évidemment hostile à tous les projets autoroutiers? Évidemment non. Le candidat d'En Marche veut être choisi sur une étiquette. Moi, je veux être choisi sur ma personnalité, sur mon caractère, sur mes capacités. Je veux partager la certitude avec les Tarnais qu'on peut ici améliorer la vie de chacun concrètement, que le bien qu'on peut faire ici dépend aussi d'une parfaite connaissance du fonctionnement des pouvoirs publics et d'une maîtrise des réseaux parisiens qui imposent tant de codes à leurs étrangers. Je suis de droite et je l'assume avec fierté dans cette période de confusion des idées. Je suis de droite d'ailleurs, même si ce n'est pas tout à fait la même, comme le Premier ministre et deux de ses ministres. J'approuverai, s'il le faut, les projets qui sont indispensables au redressement national. Mais je serai intransigeant sur les valeurs et sur les questions de société, sur les questions en particulier qui nous tiennent à cœur, les questions d'insécurité, d'immigration sauvage, de défense de nos territoires ruraux et de nos services publics de proximité, de politique familiale. Je serai intransigeant sur la question de la protection de nos entreprises françaises. Je n'ai pas oublié que c'est un ministre de l'économie qui s'appelait M. Macron qui a laissé partir le groupe ferroviaire, le fleuron de notre industrie ferroviaire européenne, le groupe Alstom, et qui a été vendu à l'américain General Electric. Mes chers amis, jamais de toute notre histoire républicaine, depuis le début en tout cas de la Troisième République, il n'y aura autant d'apprentis à l'Assemblée nationale, de députés sans racines et sans expérience. Jamais il n'y aura autant d'élus, le petit doigt sur la couture du pantalon, nourris, unis dans l'ambiguïté et dans la dissimulation de leurs engagements passés. Eh bien, je vous le dis, il n'y a pas de plus belle opportunité pour un député qui sera différent. On nous dit que tout doit changer, que le changement est à la mode et de notre temps, et que les marcheurs incarnent le renouvellement, le grand chamboulement. Le changement, vraiment, ce quinquennat débute déjà avec les affaires. Ferrand et Bayrou. Ferrand, qui avec un petit investissement de société civile immobilière, 1 million d'euros, réussit à constituer un patrimoine, quelques années plus tard, de 600 000 euros. On ne peut pas désespérer des capacités de gestion de la gauche lorsque ces capacités sont intimement liées à des choix personnels et non pas à des choix collectifs ou nationaux. Ferrand, qui était le grand apôtre, le grand inquisiteur de la morale, notamment durant la campagne présidentielle, et le promoteur de la morale dans la vie publique. Et Bayrou, qui il y a quelques jours prend son téléphone pour sermonner un journaliste de France Inter, parce que celui-ci préparait une enquête sur les emplois fictifs de son parti, le MoDem. Il y a déjà une vingtaine de syndicats de journalistes, et je leur rends hommage, qui se sont insurgés au nom de la liberté d'expression et de la liberté de travail des journalistes. M. Bayrou vient d'être mis en place par le Premier ministre, mais il persiste, considérant qu'il peut être encore citoyen en quelque sorte à ses heures creuses. C'est la première crise gouvernementale. Cela ne s'était jamais passé. Le garde des sceaux, mesdames et messieurs, ne peut pas être le garde des faux emplois. Ce quinquennat, et encore une fois, ce n'est pas un symbole de nouveauté, va se poursuivre avec le racket fiscal. Un matraquage qui a commencé sous François Hollande. Plus de 50 milliards, dont plus de 17 milliards sur les personnes physiques. Et là, cette fois-ci, c'est sur l'augmentation de la CSG qui va frapper tout le monde. Alors on dit que c'est pour diminuer le coût salarial, en particulier pour les salariés. Mais l'avantage qui sera celui des salariés sera entièrement fiscalisé. C'est un avantage en peau de lapin. En revanche, tous les autres Français vont être mis à contribution à hauteur de 21 milliards. Les indépendants et les professions libérales, les retraités,
les épargnants, les fonctionnaires, les chômeurs, ceux qui sont en arrêt maladie, tous vont payer. Et pour un retraité qui perçoit 1400 euros, l'addition sera de 350 euros à la fin de l'année. Pour quelqu'un qui est fonctionnaire et qui gagne 2000 euros bruts, ça sera 450 ou 500 euros. Pour quelqu'un qui sera à 3000 euros bruts, ça sera 600 euros. Voilà encore, mesdames et messieurs, le matraquage fiscal qui continue. Rien de nouveau sous le soleil. Mes chers amis, derrière l'habile marketing d'En Marche se dissimulent en réalité deux stratégies. La première, c'est celle de la concentration des pouvoirs au bénéfice de l'Élysée. Il y a un gouvernement où il y a 4 ou 5 personnes qui ont une véritable expérience. Tous les autres n'en ont aucune. À l'Assemblée nationale, dans la majorité, la plupart des députés d'En Marche seront dénués de toute expérience. Si vous ajoutez à cela la maîtrise de beaucoup de médias, la maîtrise de réseaux financiers internationaux, c'est une concentration des pouvoirs comme on n'y a jamais assisté depuis longtemps dans notre pays. Mes chers amis, il y a un deuxième enjeu à travers un choix qui est dans l'ADN du mouvement En Marche. C'est celui de l'ouverture au vent de la mondialisation, et pas forcément au meilleur. L'ouverture aux migrants. L'un des premiers gestes de campagne d'Emmanuel Macron a été d'aller féliciter Madame Merkel d'avoir accueilli 1 200 000 migrants dans son pays. Je ne sais pas si vous partagez cet éloge qu'il a fait à Madame Merkel. Moi, pas en tout cas. C'est l'ouverture aux capitaux financiers internationaux. C'est, pour les gens d'En Marche, la conviction que notre nation n'a pas de culture identitaire, n'a pas de culture française. Le président de la République l'a dit lui-même, il n'y a pas de culture française. Eh bien, si, il y en a une. Il y en a une qui s'exprime dans le charme de Chambord. Il y en a une qui s'exprime à Versailles, que visite le monde entier. Il y en a une dans l'histoire d'Alésia et de Gergovie. Il y en a une dans l'histoire des soldats de l'an 2. Il y en a une dans les trouées de la Somme au moment de la guerre de 14-18. Il y en a une quand des résistants, nos pères ou nos grands-pères, se font trouer la peau en criant « Vive la France, vive la République et vive la nation ». Chers amis, le macronisme n'est pas né de la révolte des territoires abandonnés de la République, de la ruralité, ou des petites villes ou des villes moyennes comme ici. Il est né à Paris, dans les beaux quartiers, dans les cercles technocratiques et dans les milieux financiers internationaux. Et il a grandi au cœur des grandes métropoles, au milieu des gens heureux, qui sont satisfaits de la mondialisation. Il est l'héritier de tous ceux qui, depuis mai 68, veulent abattre toutes les frontières morales et géographiques et qui se disent citoyens de l'univers. Moi, j'ai voyagé beaucoup en Europe. J'ai rencontré des Lettons, j'ai rencontré des Espagnols, j'ai rencontré des Italiens ou des Allemands. J'ai jamais rencontré d'Européens. Je n'ai pas plus rencontré d'hommes ou de citoyens universels. On nous dit aussi que la droite et la gauche n'existent plus. Mais en même temps, pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, on nous dit qu'il faut être à la fois de droite et de gauche. C'est incompréhensible. Il y a bien une droite et une gauche depuis les débuts de la République. Elles se sont parfois associées, comme dans la résistance et dans l'honneur. Mais elles sont, l'une comme l'autre, notre histoire commune. Les frontières politiques séparent, dit-on. Mais les frontières se passent aussi, comme l'ont montré François Mitterrand et Helmut Kohl, comme lors de la réconciliation franco-allemande. Je suis bien le maire aussi de droite d'une ville de gauche. La frontière, mesdames et messieurs, c'est la garantie de l'identité. Moi, je crois à la force des racines, à l'âme française, à la culture française. Une nation, ce n'est pas une conjugaison ou une communautarisation d'une société. Ce n'est pas une communauté de consommateurs. Moi, je crois à l'assimilation républicaine et non pas aux vertus des politiques d'intégration qui ont échoué depuis si longtemps. Je crois au mérite et au travail, parce que le travail, c'est l'émancipation. Je crois à la nécessité du dialogue social dans l'entreprise, à la force du consensus plutôt qu'aux luttes sociales. Je crois au progrès quand il est porté par l'industrie, par l'agriculture et par la recherche, qui sont si souvent entravés par des contraintes environnementales que ne s'imposent pas nos concurrents.
y compris nos concurrents européens. Je crois en la liberté, qui est souvent entravée par la bureaucratisation de notre société, qui est ligotée par nos dépendances, notamment communautaires. La souveraineté, mesdames et messieurs, c'est le pacte historique qui unit les Français au chef de l'État, qu'il soit roi, empereur ou président de la République depuis 1500 ans. Je crois en la famille, parce qu'elle est le creuset des sentiments humains les plus naturels, l'amour et la fraternité. Les valeurs de la gauche, ce sont la justice sociale, l'attention aux pauvres, l'internationalisme, l'engagement syndical, souvent conflictuel dans l'entreprise ou dans la rue. Ce n'est pas rien, et je reconnais la vertu d'hommes et d'engagement comme celle de Jean Jaurès, de Blum ou de Mitterrand. Et puis ensuite, il y a eu François Hollande, et son bilan oublié, effacé par ses héritiers qui peuplent En Marche. La gauche, mesdames et messieurs, ce n'est plus celle de Mitterrand, de Blum ou de Jaurès. Cette gauche-là, elle a abandonné les ouvriers et elle a choisi les immigrés. La gauche, elle a abandonné la nation quand elle a soutenu le communautarisme et accompagné la construction d'une Europe ultralibérale, sans frontières, une Europe ouverte à tous les vents de la mondialisation, une Europe sans la puissance et sans la souveraineté, une Europe qui ne protège plus les Européens. La gauche, elle a embrassé avec délectation la vie des affaires. La gauche, elle a abandonné la République quand elle a perdu le sens de l'État et de son autorité qui doit s'imposer partout et à tous. Clémenceau revient, ils sont devenus fous. Jaurès, réveille-toi. Oui, ils sont devenus fous. Moi, je ne me bats pas pour les intérêts d'une caste technocratique aussi talentueuse soit-elle. Je ne veux pas que mon pays paye la destruction de nos industries et de notre agriculture par la soumission aux intérêts de Bruxelles, de Madame Merkel ou maintenant des États-Unis. Moi, je me bats pour les oubliés du Tarn Sud, pour notre autoroute, pour nos services publics, contre les déserts médicaux, contre la fracture numérique, pour les artisans et les commerçants écrasés par tant de charges. Je me bats pour tous ceux qui incarnent nos talents et nos dévouements. Je me bats pour ceux qui n'ont pas d'autre voix que celle qui sera portée par leurs députés. Je me bats pour ceux qui ne se sentent plus protégés par l'État, parce que les gouvernements qui se sont succédés, d'ailleurs, autant à droite qu'à gauche, ont été incapables d'en garantir l'autorité. Je me bats pour les talents des jeunes auxquels nous devons rendre l'espérance, organiser leur tutorat par des entrepreneurs d'expérience. Je me bats pour leurs parents et pour leurs grands-parents afin qu'ils aient à nouveau la certitude qu'ils vivront mieux qu'eux. Je me bats pour ceux qui en ont assez de se serrer la ceinture. Je me bats pour ceux qui baissent la tête quand ils passent à côté de voyous. Je veux me battre pour notre industrie, dont les actionnaires changent de nationalité au gré des cours de bourse. Je veux me battre pour ces policiers et pour ces gendarmes qui en ont assez de voir relâcher dans l'heure ceux qu'ils viennent d'interpeller. Je me bats pour ces magistrats qui sont obligés de vérifier s'il y a une place dans une prison avant de prononcer une décision d'incarcération. Je veux me battre pour les agriculteurs auxquels on impose dans notre pays l'application de normes environnementales plus sévères encore que les normes européennes. Pour ces agriculteurs du Tarn auxquels on n'a pas encore payé aujourd'hui les primes de la PAC depuis 2 ans, et ces éleveurs qui vont disparaître cette année quand la commune où ils vivent sera effacée de la carte des zones vulnérables. Je veux me battre pour tous ceux qui se sont sentis humiliés quand à Sivins, l'État a capitulé devant la violence. Mes chers amis, vous l'avez compris, je ne serai pas un député en carton. Je serai un député en béton. Je ne serai pas un député hors sol. Mes racines tarnaises, j'en suis fier. Je suis un Occitan amoureux de la France. Je ne serai pas un député soumis, je n'en ai pas le tempérament, vous le savez. Je suis un homme libre, fier de son pays, amoureux de son terroir, respectueux des gens, confiant dans l'avenir, si l'on travaille
à l'humanisation du progrès. Avec Julie, je fais le pari sur cette jeunesse formidable, issue de nos terroirs, qui se bat pour créer des emplois, qui se bat dans la discrétion et dans la générosité pour ceux auxquels la vie n'a pas donné toutes les chances. Si vous voulez un député comme les autres, ne me choisissez pas. Si vous voulez une girouette, ne m'aimez pas. Mais si vous avez le sentiment que l'on peut résister à une écriture annoncée, alors partageons ensemble cette belle phrase du général de Gaulle, cette belle citation. Il n'y a pas de fatalité, sauf pour les lâches. À un geste, à un mot, et le cours de l'histoire est détourné. Redressez-vous, mesdames et messieurs, contre cette sangle lâcheté. C'est plus qu'une sottise, c'est le péché contre l'esprit. Alors, Jaurès, je te salue. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Nos dames, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, que sang impur parle de nos sillons. Alors avec nos racines nous chantons. Se canto che cante, canto pas per canto per Mamiglio che salende io. Dai san de fenestro, il y a une auselus, tutto l'anno canto, canto sa canzone, se canto che cante, canto pas per, canto per Mamiglio che salende io. Merci. Merci du fond du cœur.